Bonjour, ici Jean-Philippe Trottier qui vous souhaite la bienvenue. Je m'entretiens avec Francis Daoud, directeur de la Société catholique de la Bible. Il parle des deux grosses tempêtes qui ont frappé le Québec la semaine dernière pour s'interroger sur la neige dans la Bible. Le livre l'évoque en effet en rapport avec la pureté et l'absence de péché. Mais tout d'abord, Philippe Lorange, doctorant en sociologie à l'UQAM, commente la situation de plus en plus préoccupante de Montréal. L'itinérance y monte en flèche, la drogue se répand, de plus en plus de commerces ferment et des quartiers se dévitalise. Montréal serait-elle en déclin? Et dans l'affirmative, comment y faire face et y remédier? Philippe Lorange, bonjour. Bonjour. Nouvelle ensoleillée, nouvelle réjouissante. On commence la semaine avec vous de façon déprimante. Et il Pourquoi pas, rit. mais Et il écoutez, rit en plus. mais moi je pense qu'il faut d'abord faire un bon diagnostic pour ensuite trouver la solution. Oui. Donc c'est pour ça que je pense qu'il n'y a pas une mauvaise journée pour aborder ces genres de choses-là. Bon, Parce que d'accord. si on faisait ça un vendredi après-midi, on nous dirait, ben là, c'est la fin de la semaine, Ça, c'est vrai, donnez-nous ça. une chance. Ça gâcherait là la fin de semaine. En effet, là, on commence en Exactement. beauté dans la dépression. Alors, justement, j'ai égrené quelques symptômes d'une ville qui est un peu égrotante, qui se porte moins bien qu'elle s'était portée, itinérance. Allez-y, vous, de vos, vos oracles ou prophéties, ou enfin, vos diagnostics, voilà. Oui, ben je pense vraiment qu'il y a une période de déclin pour Montréal. Je pense Oui, que c'est une idée assez répandue, c'est une observation qu'un peu tout le monde fait. oui. Pour les différentes raisons que vous avez nommées, l'itinérance, les drogues qui sont rendues très répandues. Mm, C'est-à-dire, on voit là des gens qui se droguent en pleine rue, qui ne se cachent même pas. mhm. Des petites seringues qui traînent. Donc, on a un vrai problème. On l'a vu, par exemple, j'avais vu, je pense que dans la National Post, il y a peut-être quelques semaines de ça, Oui. il y avait un article qui disait Montréal est devenue une ville ennuyante et c'est Toronto qui est devenue la ville festive. Ah bon? Alors que depuis très longtemps, c'est Montréal qui a la réputation d'être une ville festive, alors que Oui. l'Ontario, c'est la province des gens qui travaillent, qui se couchent Oui. tôt et tout ça. Et puis à 5 heures d'après-midi, on roule les trottoirs et puis on les déroule pour 9 heures le lendemain matin. C'est drôle parce que moi j'ai beaucoup voyagé en Amérique du Nord pour le boulot. Je faisais autre chose auparavant. Et quand je disais que j'étais de Montréal, tout le monde disait waouh! Et on était la Babylone pécheresse, là où tout le monde voulait venir s'encanailler à Montréal. On mangeait bien, on faisait point de suspension, je ne dirais pas plus que ça, mais je veux dire, Montréal était la ville où il faisait bon vivre et carrément on s'envoyait en l'air, carrément dans l'imaginaire nord-américain. Or, là maintenant, le National Post semble dire autre chose. Oui, mais ça, il disait que Montréal est en déclin, mais on le voit, par exemple, le quartier Saint-Denis, par exemple. Oui, C'est un quartier qu'on dit depuis longtemps. Le quartier latin, en fait, ça fait longtemps qu'on dit que c'est en déclin. c'est Il y a vrai. eu beaucoup de fermetures de commerce. Moi, je suis arrivé à Montréal il y a 3 ans et demi. Mhm. Et il y a quand même un peu plus de commerce dans le quartier latin. Puis là, il y en a plusieurs qui ont fermé. Il n'y a pas eu vraiment de réouverture par la suite. Oui. Comme je disais, on y va point par point. L'itinérance s'est rendue partout dans la ville, à presque toutes les stations de métro. Mhm. Donc, déjà, en plus, il y a des femmes qui le disent dans des témoignages, qui disent qu'elles se sentent de moins en moins en sécurité dans les transports en commun. Mhm. Dans les rues, elles reçoivent des insultes, des remarques, des hommes qui les suivent. Oui. Et nécessairement, l'itinérance vient un peu contribuer à ce sentiment d'insécurité. Ben, pardonnez-moi, mais il y a aussi l'hiver. Les ressources pour itinérants sont débordées. Il y a de moins Oui, en moins d'argent pour ces ressources-là en plus. Ce qui fait que plusieurs petites rivières arrivent à faire un énorme fleuve, un grand flot, si vous voulez, qui va se déverser dans, comment vous dire, l'itinérance. C'est un symptôme de beaucoup de choses en amont qui ne marchent pas. absolument. L'un des premiers éléments à comprendre pourquoi il y a Oui, une telle hausse de l'itinérance, c'est parce qu'il y a oui. une explosion des loyers. Moi, je me souviens, j'avais lu que de 2021 à 2023, donc Mhm. seulement en 2 ans, Oui, le loyer des étudiants a augmenté de 20%. oui, Donc, un étudiant moyen qui est en colocation, dans une chambre, n'importe quoi, oui. son loyer a augmenté de 20% en seulement 2 ans. Donc là, on est Mhm. déjà 2 ans plus tard. Qu'est-ce qui s'est passé? Et souvent, dans les témoignages de nouveaux sans-abri, ils disent j'avais un loyer, mais j'arrivais à peine à le payer, puis là, ça a tellement augmenté que je me suis fait évincer. Mais Donc, pardonnez-moi, il y a beaucoup Philippe. de... Oui. Excusez-moi, mais à Toronto, les loyers, c'est encore pire qu'ici. À Vancouver, c'est encore pire qu'ici. Et pourtant, c'est Montréal qui souffre. Toronto, je reviens à ce que vous disiez du commentaire du National Post. On s'amuse à Toronto et pourtant, le coût de la vie est encore plus cher qu'à Montréal. On devrait être Tout à encore plus fait. malheureux à Toronto. En effet, mais regardez, justement, les quartiers qui se dévitalisent. Oui. Moi, je vois qu'il y a un lien entre, la langue et la vitalité d'un quartier. Ah bon? Pourquoi? Parce que le quartier latin ne va pas bien, mais c'est aussi parce que l'UQAM, qui est la grande institution, est en déclin elle-même. C'est-à-dire, le nombre Mhm. d'étudiants a beaucoup chuté au fil des années. Oui. Par exemple, en 2014, il y avait
44 000 étudiants. Là, on est rendu à 35 000. Donc, c'est une très importante baisse. Oui. Alors que si vous allez dans le coin de Concordia, par exemple, là, il y a beaucoup de gens partout, il y a toutes sortes de restaurants, de bars, toutes sortes de gens dans les rues. Et Concordia, effectivement, a eu une augmentation exponentielle du nombre d'étudiants au fil des 25 dernières années. Même chose dans le coin de McGill. Dans le coin de McGill augmente son nombre d'étudiants. Et c'est le 1000 carrés doré, ça fonctionne bien. Là. Mais attendez une Donc, seconde, je veux bien, Philippe Lorange, mais la presse, j'ai un peu picossé là-dedans. Le 28 août dernier, la presse faisait état d'une hausse des droits de scolarité. C'était la CAQ qui voulait ça pour les étudiants provenant du reste du Canada. Et il y a eu une baisse de près de 30% d'inscription de ces gens-là. Je veux dire, McGill, même chose. Ils ont poussé des cris d'orfraie disant qu'ils ne pourraient pas avoir autant d'étudiants qu'escomptés. Là, vous me chantez une autre chanson. Mais en tout cas, si ces mesures-là ont pu être dommageables, ils sont très récentes. Oui, oui. Donc, pour le moment, je pense que c'est des universités qui attirent beaucoup de monde. Oui. D'autant plus qu'après l'annonce de la CAQ, oui. McGill a quand même annoncé un nouveau programme de bourse pour s'assurer que les étudiants qui sont anglais puissent quand même bénéficier puissent quand même rester. Puis ici, je me souviens bien, il y avait quand même eu des exemptions, par exemple, pour l'école de musique de McGill. Oui. Donc, il y avait eu quand même des sortes d'exemptions, puis selon moi, c'était quand même une forme de demi-mesure. Donc, dans les quartiers en plus anglophones, Montréal reste beaucoup plus vitalisé. Puis je donne par exemple l'exemple de Saint-Henri. Donc Saint-Henri, qui était il n'y a pas encore si longtemps le quartier très pauvre québécois francophone. Oui. Aujourd'hui, si vous allez sur la rue principale Notre-Dame-Ouest, c'est très vivant, il y a toutes sortes de bars, il y a toutes sortes de restaurants. Mais vous écoutez les gens parler et le 3/4 du temps, ça se passe en anglais. Donc, quand il y a un quartier de Montréal qui se passe bien, il y a vraiment de la vitalité, ça se passe en anglais, alors que des coins comme le quartier Lapin, la rue Saint-Denis, qu'on dit depuis souvent qui est en déclin, même la ville de Montréal qui se trouve assez calme, même un vendredi soir, un samedi soir, des coins sont plus francophones. Donc, il y a un lien. Vraiment, vous faites un lien, comment dirais-je, a posteriori. C'est pas parce que quand c'est francophone, c'est moins vivant, mais quand c'est l'inverse, oui, quand c'est moins vivant, c'est francophone. Pointe-Saint-Charles, c'est quand même pas très, très francophone. Je veux dire, est-ce que ça bouillonne de vitalité? Peut-être pas exactement, mais c'est quand même le coin, c'est proche de Verdun. La rue Wellington est supposément la rue la plus cool au monde. Oui, enfin. Donc, on voit bien que nécessairement, il y a un lien, puis c'est des liens aux institutions. C'est ce qu'explique notamment Frédéric Lacroix dans différentes interventions, dans ses livres. C'est-à-dire quand les institutions, par exemple, les institutions anglophones au Québec sont très avantagées par rapport à leur poids démographique. Et donc, nécessairement, ça va aider à la vitalité d'un quartier, d'une rue, des commerces. Oui. Mais après, c'est sûr que si on voit, par exemple, l'UQAM qui est sous-financé, qui a un déclin du nombre d'étudiants, mais c'est sûr que ça a un impact sur le reste du quartier autour. Mais et là, si en plus, ça se fait dans un contexte où il y a une hausse des loyers, une explosion de l'itinérance, les refuges sont saturés, mais c'est sûr que ça vient comme tout un peu pourrir le quartier en plus. L'itinérance n'est pas uniquement francophone. J'ai l'impression que vous êtes en train de faire une frontière étanche entre anglo-vivant, franco-mort. Enfin, je pousse le bouchon un peu plus loin pour vous faire réagir. Mais quand même, il y a des itinérants qui sont anglo. Il y a... Comment vous dire? Il y a des îlots de vitalité francophones, à Montréal aussi. Il y a aussi peut-être le fait, c'est une autre question, que le sentiment d'appartenance à une institution est peut-être plus développé chez l'anglophone historiquement protestant que chez le francophone historiquement catholique et qui s'en remettait à la grande institution qui allait tout régler. Je remarque encore aujourd'hui une attache moindre du francophone à l'égard de son implication, si vous voulez, dans sa société immédiate. L'anglophone aura tendance, bon, encore une fois, il y a des exceptions, mais l'anglophone, par sa culture religieuse d'antan, sera plus responsabilisé à l'égard de ce qui rend possible une vie sociale. Alors que chez le francophone, c'est le gouvernement, ça va bien aller, faut pas se prendre la tête avec ça, tout va bien, puis le printemps va venir, et puis on aura des fleurs et du sirop d'érable. Oui, j'aurais deux choses à dire là-dessus. Premièrement, je rappelle que Pierre Manant disait que pour lui, le grand modèle de l'université, c'était l'université américaine anglophone. Oui. Parce qu'il a remarqué, souvent les Américains, les anglophones ont beaucoup de fierté pour l'université où ils sont allés. Leur alma mater. Oui. C'est ça, oui. Puis on
va, le campus américain, c'est un milieu de vie. Oui. Par exemple, Harvard, c'est quasiment une ville en soi. C'est vrai. Même chose pour des campus comme Oxford, ces grandes universités prestigieuses, quasiment des villes en soi. Ça devient comme des grands passages importants dans la vie des jeunes. Oui. Donc, c'est des grands moments de fierté. Alors qu'il explique que l'université française, qui est vue comme quelque chose un peu plus froid, c'est ça. C'est comme on vient pour s'instruire, mais on n'a pas nécessairement le même sentiment d'appartenance. Et je dirais que c'est un peu la même chose au Québec. C'est-à-dire, on n'a pas Tout à fait. on peut avoir une fierté pour l'équipe sportive, ce genre de choses. Mais globalement, c'est sûr qu'il n'y a pas le même sentiment d'engagement. Oui. Mais il y a autre chose, je dirais, c'est que depuis la pandémie, je crois que les Québécois sont devenus beaucoup plus casaniers. Et on l'a vu par différents témoignages dans les journaux, dans les médias, des statistiques. Oui. Les gens sortent beaucoup moins. Oui. Ça se répercute sur les institutions culturelles, les spectacles, puis ça se voit nécessairement. Mais attendez une seconde. Les bars, les restaurants et tout ça. Les anglophones n'ont pas souffert de la pandémie comme les francophones? Puisque les anglophones sont plus vivants, donc la pandémie les a moins affectés. Ne me mettez pas des mots dans la bouche. Mais c'est une comparaison. J'essaie de les extraire, c'est tout. Mais c'est-à-dire que ce serait intéressant pour vrai de faire une étude comparative francophone et anglophone en effet. sur la perception du confinement et sur la manière de percevoir la vie sociale par la suite du confinement. Oui. Parce que ce que je constate, et ce qui est constaté par plusieurs médias, c'est que les Québécois sont vraiment devenus beaucoup plus casaniers, beaucoup moins propices à sortir, d'autant plus que là, il y a aussi un contexte d'inflation. Donc, c'est sûr que si on a de la difficulté à payer un loyer en augmentation, que la facture de l'épicerie a beaucoup augmenté au fil des années, la facture de l'essence, ce type de choses comme ça, peut-être qu'on a moins d'argent pour sortir, pour aller à des spectacles, au bar, ce genre de choses. Absolument. Donc, évidemment, c'est un ensemble de facteurs qui peut expliquer pourquoi il y a une dévitalisation globale. D'autant plus que, oui, je disais que oui, les quartiers anglophones, ça va mieux, ou du moins les quartiers francophones qui vont mieux en s'anglicisant notamment. Mais on peut noter, par exemple, que la rue Crescent n'est pas aussi vivante qu'elle le fut à une autre période. Son âge d'or est passé. Oui. Donc, c'est pas juste, il faut pas non plus caricaturer en disant que c'est tous les francophones qui sont morts, les Anglais qui sont vivants. C'est-à-dire, il y a quand même une dualité dont il faut être conscient, parce que, justement, il y a un avantage des institutions, un avantage institutionnel à l'endroit des anglophones, alors que du côté francophone, il y a un déclin, non seulement des institutions, mais aussi démographique. C'est-à-dire qu'il y a un déclin du français, et beaucoup de nouveaux arrivants ne parlent pas encore français. Donc, c'est sûr que les quartiers historiquement francophones sont davantage au déclin. Philippe Laurent, je vous avais parlé d'un Pierre Manant, une petite parenthèse, c'est un essayiste français. Je crois qu'il a fondé la revue Commentaire, je crois, non? Bonne question, oui, je sais plus. Je crois que oui. C'est quand même quelqu'un qui, pour des penseurs d'un ressaisissement identitaire, est assez important. L'autre question que je vais vous dire, ça c'est une remarque. On parle de Montréal, et bon, on oppose ça à Toronto, puis Vancouver, etc. Et les autres villes du Québec ont-elles le même genre de profil déprimant que Montréal? Ou vous, je crois que vous êtes Mascoutin, vous êtes de Saint-Hyacinthe, non? Absolument, oui. J'habite Montréal depuis 3 ans et demi. Ouais. D'accord. Est-ce que voyez-vous des évolutions semblables de dévitalisation de quartiers ailleurs au Québec ou pas? La ville de Québec, par exemple? C'est clair, il y a beaucoup de gens de la ville de Québec qui disent que la ville est moins vivante qu'elle le fut il y a encore peut-être une vingtaine d'années, une trentaine d'années. Après, l'itinérance, on constate que c'est rendu un peu partout au Québec. Donc, même dans Saint-Hyacinthe, il y en a, à Trois-Rivières, à Sherbrooke, l'itinérance a quand même augmenté un peu partout au Québec parce que les loyers et le prix des maisons ont explosé un peu partout. Donc, évidemment, si c'est l'un des facteurs principaux, la hausse des loyers, la hausse du prix des maisons, nécessairement, l'itinérance ne va pas juste être à Montréal. Après, est-ce qu'il y a une dévitalisation de certains quartiers? C'est une bonne question. Ça, pour être franc, je ne sais pas nécessairement quartier par quartier. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a clairement des régions au Québec qui se dévitalisent, notamment par le vieillissement de la population. C'est-à-dire que les Québécois font beaucoup moins d'enfants qui le furent à une autre époque. Et donc, nécessairement, le vieillissement de la population fait en sorte que il y a moins de vitalisation, il y a moins de vitalité, il y a moins de sorties, les gens sont un peu plus casaniers. Donc, c'est sûr que si les Québécois font moins d'enfants, nécessairement, ça a des répercussions. Philippe Laurent, il y a un autre argument qui va dans le sens de ce que vous dites. Et j'ai entendu ça, je ne peux pas mettre ma main au feu, mais je l'ai entendu à quelques reprises, c'est que l'aide médicale à mourir, ceux qui demandent le plus l'aide médicale à mourir dans le monde, ce sont les Canadiens français. J'ai entendu ça. Et
c'est déguisé sous forme de grands progrès qui soulignent l'autonomisation de l'être humain face à son destin et non pas son inféodation à une autorité morale, l'Église catholique ou autre chose, qui naguère emprisonnait les gens dans leur conscience. Bon, maintenant, la libération nous fait pouvoir aller recourir à l'aide médicale à mourir beaucoup plus que n'importe qui d'autre et c'est un signe de notre émancipation et de notre dignité. J'ai l'impression, alors je ne suis pas en train de juger l'aide médicale à mourir, mais j'ai l'impression que, comment vous dire, ce qui pourrait passer pour un appétit mortifère passe pour ce qui serait un appétit déprimant, si vous voulez, passerait pour une fête. Pas une fête, mais une conquête. Voilà. On est tout le temps on est tout le temps entre une défaite qui devient une conquête qui devient une défaite. Et ça, c'est historique au Québec. Oui, non, mais je comprends. Je suis vraiment d'accord à plusieurs égards. Ça fait penser au philosophe Christian Saint-Germain qui enseigne à l'UQAM. Oui. Et qui avait déjà dit à la radio il y a plusieurs années quand on commençait à avoir les débats sur l'aide médicale à mourir en 2016. Oui. Il disait, en fait, lui, il s'intéresse à la psychanalyse, ce genre de choses. Oui. Puis il disait, en fait, qu'est-ce que ça veut dire, cet enthousiasme collectif pour l'aide médicale à mourir? Selon lui, c'était comme un peu un désir de mort collectif. Voilà. Bon, après, ça se discute. C'est sûr que quand on entre dans la psychanalyse, c'est toujours un peu... on peut aller un peu loin dans les réflexions. Oui. Mais c'est-à-dire qu'en effet, il y a quelque chose d'assez morbide à l'idée qu'on soit enthousiaste, à l'idée de toujours ouvrir davantage l'aide médicale à mourir, qu'on l'étende à tous, alors que selon moi, c'est pas nécessairement un progrès. C'est-à-dire qu'il y a un basculement anthropologique, comme on l'a dit dans différents sujets. C'est-à-dire que nos grands repères moraux se changent profondément parce que nous ne sommes plus des sociétés chrétiennes, c'est-à-dire nous sommes des sociétés sécularisées. Oui. Et donc, nécessairement, il y a des grands repères qui changent, ce qui a porté notamment à l'aide médicale à mourir. Mais évidemment, je pense qu'il y a une forme un peu, une forme de pulsion de mort, c'est-à-dire que dans la mesure où on fait plus vraiment d'enfants, puis là, on est comme un peu pressé de tout de suite partir sans trop avoir de souffrance. Pardonnez-moi, on est parmi les premiers au monde. Et l'avortement participe du même phénomène. Je veux dire, encore une fois, pour moi, je parle de moi uniquement, ça demande du discernement, beaucoup de prudence. Or, c'est vanté ici comme une avancée phénoménale. Je veux bien, mais à 30 000 avortements par année, d'après ce que j'ai entendu, ça commence à être une très grosse fête. C'est ça, parce qu'à un moment donné, il faut aussi réfléchir un peu à la vitalité d'une nation. Voilà. La question est toujours... Après, évidemment, moi, je suis pas du tout opposé au droit à l'avortement. Oui. Mais c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut aussi réfléchir à... il faut pas juste non plus avorter, il faut aussi donner la vie. Oui. Par exemple, en Hongrie, il y a des politiques de natalité. D'ailleurs, je pense que hier, j'avais vu que maintenant, les couples qui font 2 enfants n'auront plus jamais d'impôts à payer pour le reste de leur vie. Oui. Mais après, c'est un peu, ça marche pas vraiment ces politiques-là, mais au moins il y a quand même une volonté par le gouvernement de faire quelque chose. Mm-hmm. Alors c'est sûr que si nos gouvernements sont juste comme un peu dans l'aménagement de la fin du peuple québécois, on va essayer de faire ça en douceur, sans trop de souffrance. Mais ce qu'on comprend pas, c'est que je me rappelle le directeur de la Revue de l'Action nationale, Robert Laplante, a toujours dit il n'y a pas de régression sans douleur. Donc, un peuple qui régresse, ça va toujours se faire dans la douleur. Là. Il ne se fera jamais de manière douce. Vous ne pensez pas? Retenir que ça se fait lentement, ça prend beaucoup de temps, puis c'est très douloureux. Pardonnez-moi, Pierre Badboncoeur, dans un génocide en douce, dit tout à fait le contraire. Ah bon? Il me semble, oui. Il me semble que... Et ça reprend les paroles d'un penseur français, Gustave Thibon, qui dit que la mort de l'âme est indolore. On est en train de... Comment vous dire, on est en train de s'assoupir tranquillement dans la fête. Une fête un petit peu tiédasse de plus en plus, mais quand même, ça va bien aller. On n'a pas de sursaut, vital. Et pourtant, on en a. On a beaucoup, surtout en région. C'est quand même, il y a des îlots de vitalité, mais c'est comme si, et Montréal en particulier, est au chloroforme. En effet, je suis quand même d'accord, mais après, c'est la question d'où doit venir le sursaut. C'est-à-dire que quand on fait des sondages, par exemple, la population, je donne juste cet exemple-là, la population québécoise, en majorité, est favorable à la loi 101 Cégep. Oui. Et pourquoi? Parce que notamment, la majorité de la population québécoise a compris qu'il y a un déclin du français et elle s'inquiète pour le déclin du français. Mm-hmm. Mais le gouvernement du Québec
n'applique pas la loi 101 Cégep, n'applique pas des mesures, me semble-t-il, minimales pour redresser la nation québécoise. Donc, à un moment donné, dans une démocratie représentative, le peuple peut bien avoir une opinion, peut bien manifester, faire des pétitions, mais c'est d'abord au gouvernement d'agir. Donc, c'est surtout, selon moi, le gouvernement du Québec qui manque un peu de volonté, d'une vision. Donc, pour moi, c'est un problème assez global. C'est-à-dire que, par exemple, si on revient un peu plus au sujet plus concret de l'itinérance, pourquoi ça explose autant? Mais notamment parce que la ville ne fait pas grand-chose à part un peu aménager le problème. C'est-à-dire que on fait juste se dire, bon, il y a l'itinérance, donc on va essayer de rouvrir un peu plus de place, créer des studios. On n'a pas de vision globale et à long terme ici. Non, puis d'autant plus que moi, j'en parlais à un ami récemment qui travaille dans un refuge lui-même. Puis là, je lui disais, pourquoi on ne rouvre pas des instituts psychiatriques puis ce genre de choses? Puis il me disait, oui, mais c'est pas bon pour la perte d'autonomie de ces gens-là. Sauf que là, le problème, c'est que si on n'a plus d'instituts psychiatriques, c'est que la ville au complet devient un asile à ciel ouvert. Donc, je veux dire, on n'aide pas nécessairement les sans-abri en faisant ce genre de choses. Alors, écoutez, vous resterez dans mon émission. Ça vous gardera la tête bien en place. Philippe Lorange, merci beaucoup pour ces propos. Je rappelle que vous êtes doctorant en sociologie à l'UQAM. Vous nous parliez de Montréal, une ville en déclin. Je mets quand même un point d'interrogation derrière pour on ne sait jamais. À une prochaine, Philippe. À la prochaine, merci. Voilà, à venir sur les ondes de Radio VM, à la neige dans la Bible. On vous revient après la pause publicitaire.